Ma petite fille m'a giflé au visage lors de mon dîner du 70e anniversaire et a hurlé que je n'étais qu'un fardeau qui aurait dû mourir il y a des années. Je suis tombé contre le coin du buffet en acajou, mes lunettes de lecture se brisant sous moi. Du sang coulait d'une lèvre fendue sur la blouse en soie crème que j'avais achetée spécialement pour cette soirée. 23 personnes ont regardé en silence figé. Pas une seule n'a bougé pour m'aider à me relever. Ce que ma petite fille ne savait pas, ce qu'aucune d'entre elles ne savait, c'est qu'au lever du soleil le lendemain matin tout son monde serait démantelé brique par brique. Quand elle a finalement vérifié son téléphone à 8h47 du matin, elle trouverait 89 appels manqués, 31 messages vocaux et une lettre recommandée l'attendant à sa porte qui allait changer le reste de sa vie. Je m'appelle Eleanor Whitcomb et pendant 42 ans j'ai dirigé Whitcomb Publishing depuis un immeuble en briques sur Boylston Street à Boston. J'ai bâti cette entreprise à partir d'un seul bureau et d'une machine à écrire empruntée pour en faire l'une des maisons d'édition indépendantes les plus respectées de la côte est. J'ai élevé ma fille Margaret seule après que mon mari David soit décédé d'une crise cardiaque à 46 ans. Et quand Margaret est morte d'un cancer de l'ovaire à 38 ans, laissant derrière elle une petite fille effrayée avec des tresses blondes et un ours en peluche qu'elle refusait de lâcher, je suis devenu tout pour cet enfant, mère, père, grand-mère, maison. Ma petite fille Caroline avait 9 ans quand elle est venue vivre avec moi dans la maison de ville de Beacon Hill. Elle a pleuré toutes les nuits pendant 3 mois. Je m'asseyais sur le bord de son lit à baldaquin et lui lisais des chapitres d'Anne de Green Gables jusqu'à ce que sa respiration ralentisse et que les larmes sèchent sur ses joues roses. J'ai payé son école privée à Windsor. J'ai payé ses cours de ballet, ses leçons d'équitation aux écuries de Hamilton, ses étés au camp sur le lac Winnipesaukee. Quand elle a voulu étudier l'histoire de l'art à Brown, j'ai signé le chèque sans sourciller. Quand elle a épousé Preston Ashford, le fils d'une dynastie d'assurance du Connecticut, je leur ai donné la compte sur une maison coloniale de 5 chambres à Wellesley et une lune de miel sur la côte amalfitaine. Quand elle a décidé de vouloir créer sa propre agence littéraire de boutique, je lui ai remis un fonds fiduciaire de près de 2 millions de dollars et l'ai nommée vice-présidente chez Whitcomb Publishing avec un bureau d'angle donnant sur le Common. Je lui ai donné tout ce que j'avais à donner. Et le soir de mon 70e anniversaire, elle m'a donné une lèvre fendue et une côte fêlée devant 23 témoins. Le dîner avait lieu dans ma maison de ville, la même maison où Caroline avait grandi, la même salle à manger où elle avait soufflé les bougies de 21 gâteaux d'anniversaire. J'avais engagé des traiteurs d'un petit restaurant français du South End. Je portais des perles qui avaient appartenu à ma mère. Mon avocat de longue date Harrison Pike était là, un homme que je connaissais depuis 35 ans. Il y avait aussi mon comptable Franklin Delacca et ma plus vieille amie Dorothy Chamberlain et 3 rédacteurs en chef de l'entreprise et la belle famille de Caroline, les Ashford et les partenaires commerciaux de Preston et une poignée de voisins de Beacon Hill qui avaient vu Caroline grandir. Caroline est arrivée 40 minutes en retard. Elle est entrée par ma porte d'entrée dans une robe couleur champagne qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Ses cheveux relevés en chignon, son poignet scintillant avec le bracelet de tennis en diamant que je lui avais offert pour ses 30 ans. Preston la suivait ajustant ses boutons de manchette sans me regarder dans les yeux. Leur fils de 3 ans Théodore n'était pas avec eux. Quand j'ai demandé où était mon arrière-petit-fils, Caroline a fait un geste de la main dédaigneux et a dit que la nounou l'avait. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas dès l'instant où elle est entrée. Elle ne m'a pas fait de câlin. Elle ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire. Elle a scanné la pièce comme un faucon scannait un champ à la recherche de proie. Quand nous nous sommes assis pour dîner, j'ai découvert que ma carte de nom avait été déplacée. Je m'étais placé en bout de table comme le voulait la coutume, mais Caroline avait tout réarrangé. Ma carte se trouvait maintenant à l'extrémité près de la porte de la cuisine tandis que la sienne avait été placée en bout de table. Je n'ai rien dit. J'ai simplement pris mon assiette et je me suis dirigé vers la place qu'elle m'avait assignée. Dorothy a croisé mon regard de l'autre côté de la table et m'a lancé un regard qui disait « Nous en parlerons plus tard ». J'ai hoché la tête et j'ai essayé de sourire. Le premier plat a été servi puis le second. Au moment où le sommelier a versé le vin pour accompagner l'agneau, Caroline avait déjà terminé son second verre de Bordeaux. Ses joues étaient rouges. Preston lui murmurait quelque chose à voix basse mais elle l'a repoussé d'un geste. Puis quelque part entre la salade et le plat principal, Caroline s'est levée. Elle a levé son verre et un instant j'ai cru qu'elle allait porter un toast. Mon cœur s'est un peu gonflé. J'ai pensé qu'elle allait peut-être dire quelque chose de gentil après tout. J'aimerais faire une annonce, dit-elle, et sa voix était assez forte pour couper toutes les conversations à table. Le silence s'est fait dans la pièce. Preston et moi avons décidé qu'il était temps d'apporter des changements chez Whitcomb Publishing. Dès lundi prochain, j'assumerai le rôle de directrice générale. Ma grand-mère a fait un travail merveilleux au fil des ans, mais franchement l'entreprise a besoin de sang neuf.
Elle a besoin d'une vision qui ne soit pas figée en 1985. Ma main s'est serrée autour de mon verre de vin. J'ai senti le sang quitter mon visage. Harrison Pike a posé sa fourchette très soigneusement. La bouche de Franklin de la Casse est légèrement ouverte. Les yeux de Dorothy se sont écarquillés. Caroline, dis-je en gardant ma voix aussi ferme que possible. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Nous pourrons discuter de l'avenir de l'entreprise dans mon bureau lundi matin. Non, dit-elle, et elle a souri comme une personne sourit quand elle pense avoir déjà gagné. Nous allons en discuter maintenant parce que franchement, grand-mère, tu as eu ton temps. Tu as 70 ans. Tu devrais être dans un cottage à Nantucket à tricoter ou à faire ce que tu fais. Tu te ridiculises en t'accrochant à une entreprise qui a besoin de se moderniser. Je me suis levé lentement. Mes genoux tremblaient mais j'ai gardé le menton haut. Caroline, je vais te demander de t'asseoir et de t'excuser auprès de toutes les personnes à cette table. Et puis toi et moi aurons une conversation privée. Elle a ri un rire court et aboyant que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant. Et puis elle a marché très délibérément de sa place en bout de table jusqu'à l'endroit où je me tenais près de la porte de la cuisine. Tu n'as plus à me dire quoi faire, dit-elle. Sa voix était basse, dangereuse. Sais-tu à quel point il a été humiliant de travailler sous tes ordres? Tout le monde me traitant comme la petite fille du patron? Sais-tu comment la famille de Preston se moque de nous derrière notre dos parce que tu contrôles encore tout? Tu es un fardeau. Tu aurais dû mourir il y a des années comme maman l'a fait et nous laisser vivre nos vies. Les mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique n'aurait pu le faire. J'ai réellement haleté. J'ai reculé d'un pas et ma hanche a heurté le buffet. Et puis elle a levé la main et m'a giflé au visage. Le son a retenti dans la salle à manger comme un coup de feu. Ma tête a été projetée sur le côté. Mes lunettes de lecture se sont envolées et ont heurté le bord du buffet. J'ai perdu l'équilibre. Je suis tombé lourdement, mon épaule heurtant le coin du meuble, ma tête frappant le parquet en bois. J'ai senti quelque chose craquer dans ma poitrine. J'ai senti du sang chaud sur ma lèvre. J'ai goûté le fer. Pendant peut-être 3 secondes entières, personne n'a bougé. Je suis resté allongé sur le sol de la salle à manger que j'avais décorée de mes propres mains dans la maison que j'avais payée de mon propre travail, et j'ai levé les yeux vers ma petite fille debout au-dessus de moi avec sa robe couleur champagne, son bracelet en diamant et son visage torduant. Quelque chose que je ne reconnaissais plus. Et j'ai compris. Quelque chose de très clair pour la première fois de ma vie, cet enfant que j'avais aimé plus que mon propre souffle n'était plus ma famille. Elle avait cessé d'être ma famille dès l'instant où elle avait décidé que j'étais un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Harrison Pike fut le premier à bouger. Il a repoussé sa chaise, s'est levé et a contourné la table. Dorothy était juste derrière lui. Ils se sont agenouillés à côté de moi. Harrison m'a pris le bras doucement. Dorothy a pressé une serviette en lin sur ma lèvre. Eleanor, a dit Harrison, peux-tu te lever? Peux-tu bouger tout? Je peux me lever, et je murmurai. Je n'ai pas pleuré. Chaque fibre de moi le voulait, mais je refusais de donner cette satisfaction à Caroline. Harrison et Dorothy m'ont aidé à me relever. J'ai ajusté ma blouse. J'ai lissé mes cheveux. J'ai regardé autour de la salle à manger les visages de 23 personnes toutes figées d'horreur. Et puis j'ai regardé ma petite fille. Caroline, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Tu as fait ton annonce. Maintenant je vais faire la mienne. Tu quitteras cette maison ce soir et tu n'y remettras plus jamais les pieds. Tu ne viendras pas à mes funérailles. Tu n'hériteras pas d'une cuillère de ma succession. Tu as cru que cette nuit était ton couronnement. Ce fut ton exécution. Preston se leva de sa chaise. Eleanor, s'il te plaît. Elle a trop bu. Ne faisons rien de précipité. Preston, dis-je en me tournant vers lui. Tu as épousé une femme dont tu croyais qu'elle allait hériter d'un empire. Laisse-moi te faire gagner du temps. Elle ne le fera pas. Maintenant sors-la de ma maison. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis retourné, je les ai tous dépassés avec autant de dignité que je pouvais rassembler et j'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre. J'ai verrouillé la porte derrière moi et ce n'est qu'alors, en toute sécurité dans ma propre chambre, la serrure tournée, que je me suis permis de m'asseoir sur le bord de mon lit et de pleurer. Mais je n'ai pleuré que pendant 4 minutes. Puis je me suis essuyé le visage. J'ai changé ma blouse tachée de sang. J'ai éclaboussé d'eau froide ma joue. J'ai pris le téléphone sur ma table de chevet et j'ai appelé Harrison Pike qui était toujours en bas dans mon hall.
Harrison dit je monte à l'étage. Amen Franklin. Nous allons travailler ce soir. À minuit ma salle à manger avait été débarrassée des invités et transformée en salle de guerre. Harrison avait monté sa mallette de sa voiture. Franklin était sur son ordinateur portable. Je m'assieds en bout de ma propre table maintenant une tasse de café noir fort devant moi un sac de glace pressé contre mes côtes. Voici ce que ma petite fille n'a pas compris de mon entreprise et de moi. Il y a 42 ans quand j'ai bâti Whitcomb Publishing à partir de rien j'ai écrit les documents fondateurs moi-même avec l'aide d'un jeune diplômé en droit de Harvard nommé Harrison Pike. J'étais une femme en 1984 qui démarrait une entreprise ce qui signifiait que je m'étais battu pour chaque contrat, chaque ligne de crédit, chaque pouce de terrain. J'avais appris très tôt à ne pas faire confiance facilement. Et quand j'ai finalement fait entrer Caroline dans l'entreprise, quand je l'ai nommée vice-présidente et lui ai donné un bureau d'anglais et un salaire à 6 chiffres, je ne lui ai rien donné en propriété. Pas une seule action. Whitcomb Publishing était détenu au sein d'un trust privé. Le trust me désignait comme seul fiduciaire à vie avec le pouvoir de désigner et de révoquer les bénéficiaires à ma seule discrétion par écrit à tout moment. Caroline avait été désignée comme la seule bénéficiaire secondaire. Elle aurait tout hérité, l'entreprise, la maison de ville, le cottage de Nantucket, la collection d'art, le portefeuille d'investissement, tout ce que ma vie avait bâti. Elle avait signé un contrat de travail 5 ans plus tôt que j'avais personnellement examiné. Il contenait une clause de moralité. Il contenait une clause de résiliation pour motif valable. Il contenait un accord de non-concurrence. Il contenait une clause annulant toute indemnité de départ en cas d'agression, de menace ou de conduite publique préjudiciable à la réputation de l'entreprise. Son fonds fiduciaire, les $2 millions que je lui avais donnés, avait été structuré comme un décaissement irrévocable avec une exception critique. Si elle était un jour reconnue coupable d'un crime contre moi ou si je déposais une déclaration sous serment d'abus envers une personne âgée, le trust reviendrait à ma succession. Franklin avait rédigé cette clause il y a 15 ans lorsque j'avais pour la première fois très faiblement senti que Caroline devenait exigeante. L'acompte sur la maison de Wellesley avait été structuré comme un prêt remboursable à ma discrétion. Preston avait signé le billet tout comme Caroline. Les 23 personnes dans ma salle à manger comprenaient mon avocat, mon comptable et mon plus vieil ami, tout témoin de l'agression. Dorothy avait filmé avec son téléphone la vidéo du toast d'anniversaire de Caroline pour l'album de famille. Elle avait capturé tout l'incident. Je n'avais pas besoin de déposer des accusations criminelles pour démanteler la vie de Caroline. J'avais seulement besoin de lever un stylo. À 2 heures du matin, Harrison avait rédigé la lettre de licenciement. À 3 heures, Franklin avait contacté nos partenaires bancaires et gelé l'accès aux cartes de crédit de Caroline et aux comptes de l'entreprise. À 4 heures, il avait rédigé la lettre de demande de remboursement immédiat du prêt de la maison de Wellesley, une somme de $680 000. À 5 heures, j'avais signé la déclaration sous serment annulant le fonds fiduciaire. À 6 heures, Harrison avait rédigé la nouvelle désignation de bénéficiaire nommant 3 œuvres de bienfaisance, 2 de mes rédacteurs en chef et mon arrière-petit-fils Théodore, la part de Théodore étant placée dans un trust protégé administré par Harrison jusqu'au 25e anniversaire de Théodore, entièrement à l'abri de l'influence de Caroline. À 7h30 du matin, je suis sorti par ma porte d'entrée et j'ai personnellement remis une enveloppe scellée à un coursier assermenté. L'enveloppe était adressée à Caroline à la maison coloniale de Wellesley. À l'intérieur se trouvait la lettre de licenciement, l'avis d'effondrement du trust, la demande de prêt, la pétition d'ordonnance restrictive et une seule photographie que Dorothy avait prise avec son téléphone, une photographie de moi allongé sur le sol de ma salle à manger avec du sang sur ma lèvre. Je suis rentré à l'intérieur. J'ai bu une deuxième tasse de café puis j'ai dormi pour la première fois en 24 heures sans rêver, le soleil filtrant à travers les rideaux de la même chambre où j'avais bercé ma petite fille il y a 30 ans. À 8h47 ce matin, la Caroline s'est réveillée. J'apprendrai les détails plus tard de Preston qui m'a appelé une semaine après en pleurant, suppliant pour une once de miséricorde que je n'avais pas à donner. Elle s'était réveillée avec une gueule de bois. Elle avait tendu la main vers son téléphone. Elle avait vu les appels manqués, 89 d'entre eux. 31 messages vocaux. Des emails de la banque. Des emails de ses compagnies de cartes de crédit. Des emails du cabinet de Harrison Pike. Le coursier avait déjà sonné à la porte. L'enveloppe était dans la main de Preston. Elle a pété les plombs. Elle a essayé de se rendre chez moi. Sa voiture, la Range Rover qu'elle avait louée par l'intermédiaire de l'entreprise, avait déjà été signalée électroniquement et était suivie pour la reprise. Elle est arrivée à Beacon Hill, mais la porte d'entrée était verrouillée et le système de sécurité avait été mis à jour. Elle a frappé à la porte pendant 20 minutes en hurlant mon nom.
Un voisin a appelé la police. Caroline a reçu un avertissement formel d'intrusion sur le perron de sa grand-mère. Elle a essayé d'aller au bureau. Sa carte d'accès avait été désactivée. La sécurité de Whitcomb Publishing avait été avertie. Elle a été escortée hors du hall par un jeune homme très poli nommé Miguel qui était dans l'entreprise depuis 6 ans et qui avait toujours aimé Caroline mais qui ce matin-là avait vu la photographie de moi par terre. Ce soir-là l'histoire était partout dans la communauté éditoriale de Boston. À la fin de la semaine la famille Ashford avait engagé ses propres avocats et cherchait à se distancier du mariage de Preston. À la fin du mois Caroline avait reçu des papiers de divorce. Et à travers tout cela elle ne s'est jamais excusée auprès de moi. Pas une seule fois. Pas la première semaine quand elle a laissé des messages vocaux hurlant que j'étais une vieille sorcière vindicative. Pas la deuxième semaine quand elle a engagé un avocat pour me poursuivre et s'est fait dire par 3 avocats différents qu'elle n'avait aucune affaire. Pas la troisième semaine quand elle a finalement compris que la femme qu'elle avait sous-estimée l'avait déjouée en une seule nuit. C'est Preston qui est venu me voir 9 jours après le dîner d'anniversaire les larmes aux yeux me suppliant de reconsidérer pour le bien de leur fils. Je l'ai écouté dans mon salon pendant 40 minutes. Je lui ai offert du thé puis je lui ai dit gentiment que je protégerais Théodore. Que l'héritage de Théodore était déjà garanti dans un trust auquel il ne pouvait pas toucher. Que je paierais l'éducation de Théodore, ses soins de santé et une modeste allocation jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour faire ses propres choix. Mais que Caroline n'était plus ma petite fille dans aucun sens significatif et qu'aucune supplication ne changerait cela. Preston a pleuré. Je lui ai offert un mouchoir. Et puis je l'ai accompagnée à la porte. 6 mois plus tard Caroline travaillait comme assistante dans une petite agence littéraire à Providence, Rhode Island. Pas vice-présidente. Pas cadre. Une assistante faisant du café répondant au téléphone classant des manuscrits. Le poste payait $34 000 par an. Elle vivait dans un appartement d'une chambre à l'étage au-dessus d'un magasin de sandwichs. Elle allait au travail à vélo parce qu'elle ne pouvait plus se permettre une voiture. La maison de Wellesley avait été vendue pour couvrir le prêt. Preston avait la garde de Théodore 4 jours par semaine. Je sais tout cela parce que j'ai demandé à Harrison de la surveiller. Non par vengeance. Par responsabilité. Je voulais savoir si elle changerait un jour vraiment. Et lentement au cours de cette année quelque chose a changé. Preston m'a dit un après-midi dans mon salon que Caroline avait commencé à suivre une thérapie 2 fois par semaine. Qu'elle avait rejoint un groupe de soutien pour les personnes dépendantes à l'alcool. Qu'elle avait complètement arrêté de boire. Qu'elle avait emmené Théodore au parc tous les week-ends sans faute même quand il pleuvait. Qu'elle avait commencé à lui lire Anne de Green Gables au coucher, le même livre que je lui avais lu autrefois. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai simplement écouté. Et puis un matin froid de février 14 mois après mon 70e anniversaire une lettre est arrivée à ma maison de ville. Elle était manuscrite sur du papier blanc ordinaire. Elle faisait 11 pages. Caroline l'avait écrite, disait-elle, non pas pour demander quoi que ce soit, non pas pour supplier, non pas pour négocier. Elle l'avait écrite parce qu'elle avait enfin compris ce qu'elle avait fait et qu'elle voulait que je sache qu'elle comprenait, même si je ne lui pardonnais jamais, même si je ne lisais plus jamais un mot d'elle. Elle a écrit sur la nuit du dîner, sur la façon dont elle avait trop bu pendant des années, sur la façon dont la famille de Preston se moquait d'elle, l'appelant une recrue par népotisme, disant qu'elle ne deviendrait jamais rien sans moi, sur la façon dont le ressentiment s'était accumulé jusqu'à l'empoisonner, sur la façon dont elle avait détesté me savoir en vie la nuit parce que tant que je serais en vie elle ne serait jamais elle-même. Elle a écrit sur ce que cela avait fait de voir sa vie s'effondrer, sur la façon dont elle m'avait enragé pendant 6 mois avant de se regarder enfin dans le miroir, sur la façon dont Théodore lui avait demandé un soir d'une voix petite et claire pourquoi grand-maman ne venait plus lui rendre visite. Et qu'elle n'avait pas pu lui répondre, sur la façon dont elle s'était assise sur le sol de sa salle de bain et avait pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Elle a écrit sur le travail qu'elle faisait en thérapie, sur la façon dont elle avait compris que je ne lui avais rien pris, que j'avais simplement cessé de lui donner des choses qu'elle n'avait jamais méritées. Que le fardeau que j'avais été n'était pas le fardeau dont elle m'avait accusé à table. Le vrai fardeau avait été sur moi, la portant à travers une vie qu'elle avait refusé de porter elle-même. Elle n'a pas demandé pardon. Elle n'a pas demandé son héritage. Elle n'a pas demandé à rentrer à la maison. Elle a seulement demandé que si jamais je trouvais en mon cœur de le faire, je permette à Théodore de connaître son arrière-grand-mère pendant que j'étais encore en vie. Parce que Théodore, a-t-elle écrit, méritait de savoir d'où venait sa mère et qui j'étais et quelle femme remarquable avait bâti la famille dont il faisait maintenant partie. J'ai lu la lettre 3 fois. Je l'ai posée.
Je me suis dirigé vers la fenêtre de mon salon et j'ai regardé les arbres nus de Louisburg Square. J'ai pensé à ma fille Margaret qui était morte trop jeune, qui aurait eu le cœur brisé par tout cela. J'ai pensé à la petite fille aux tresses blondes qui avait serré un ours en peluche la première nuit où elle est venue vivre avec moi. J'ai pensé à la femme en robe champagne qui m'avait giflé au sol. Et j'ai pensé à Théodore qui avait maintenant presque 5 ans et qui avait les yeux de ma fille. J'ai pris ma plume. J'ai écrit une courte lettre en retour. 2 paragraphes. J'ai dit à Caroline que j'avais reçu sa lettre et que je l'avais lue attentivement. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à la voir et que je ne savais pas si je le serais un jour. Mais je lui ai dit que Théodore était le bienvenu chez moi tous les week-ends qu'elle pourrait organiser et que j'enverrais une voiture pour lui moi-même. J'ai signé la lettre grand-mère, pas Eleanor. Pas Madame Whitcomb mais grand-mère. Parce que quoi qu'elle ait fait d'autre, Caroline m'avait donné un arrière-petit-fils et je ne laisserai pas mon cœur se fermer entièrement. Théodore est venu me rendre visite pour la première fois le samedi suivant. Il portait un petit manteau bleu et tenait un dessin qu'il m'avait fait dans sa petite main. Je l'ai rencontré à la porte d'entrée. Je me suis agenouillé grimaçant à peine à la vieille douleur dans mes côtes et j'ai ouvert mes bras et il est entré sans hésitation. Alors que je tenais mon arrière-petit-fils dans le hall de la maison où j'avais vécu pendant 47 ans, j'ai pensé à la femme que Caroline pourrait devenir avec assez de temps. Je ne savais pas si elle redeviendrait vraiment ma petite fille. C'était une porte que je n'étais pas encore prête à ouvrir et peut-être ne le serais-je jamais. Mais j'ai pensé à quelque chose que ma propre grand-mère m'avait dit il y a de nombreuses années. Sur un porche dans une petite ville du Vermont quand j'étais une jeune fille apprenant le monde, elle avait dit que le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait à la personne qui vous a fait du tort. Le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même pour que la blessure ne s'envenime pas éternellement. Vous n'avez pas à réinviter cette personne dans votre vie. Vous n'avez pas à leur donner les clés de quoi que ce soit. Mais vous pouvez leur pardonner en silence dans votre propre cœur et avancer sans ce poids. Je n'ai pas encore pardonné à Caroline. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être pas. Mais je dors bien la nuit. Je dirige mon entreprise. J'ai mes amis. J'ai mon travail. J'ai un arrière-petit-fils qui me fait des dessins et m'appelle Mamie Nord, ce que Théodore a décidé de m'appeler le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Et si l'un d'entre vous qui regardez ceci a élevé un enfant ou un petit enfant qui en est venu à croire que votre amour est une dette qu'il a le droit de ne pas honorer, je vous laisserai avec la seule sagesse qu'il me reste à offrir. L'amour est un cadeau. Ce n'est pas une hypothèque. La main qui nourrit n'est pas la main qui doit. Et la femme qui a construit la table est la femme qui décide qui y siège. Je m'appelle Eleanor Whitcomb. J'ai 71 ans et je suis toujours la maîtresse de ma propre table.